toujours plus fort. Et si en plus on s'aime, il n'y a pas de montagne assez haute pour vivre l'aventure la plus folle. K2, câlin, caméra, il n'y a plus qu'à. K2 mon amour, c'est le film qui lance une flèche dans le cœur des montagnards. 40 minutes de pur bonheur qui nous envoie en l'air avec eux pour le vol d'une vie à deux. Bienvenue à tous. Liv et Zeb, bienvenue. Liv Sansoz, double championne du monde d'escalade, alpiniste, guide de haute montagne. Vous avez vaincu le K2 sans oxygène avant de redescendre en parapente avec votre compagnon Zeb. Bienvenue. Merci. On est très heureux, vraiment, de vous accueillir. Vous êtes ici pour ce film sublime qui est tiré de votre aventure. Un film drôle, passionnant, réalisé avec votre ami Mathieu Rivoire, qui est ce film, un des grands temps forts de la sélection des rencontres ciné-montagne. Il est sorti en juin 2025 et il vous suit pas à pas, non pas vers le plus haut, mais le plus beau sommet du monde. Et il nous couvre d'humilité devant vous, au point de me demander si nous étions de la même espèce. Oh, je crois bien, oui, quand même. D'accord, vous êtes sûr? Eh bien, on va essayer de le prouver avec cet entretien. Encore merci beaucoup d'être avec nous. Faire ce qu'un être humain puisse faire ou un appel de ces sommets, de ces éléments qui vous guident, est-ce que ce sont ça vos raisons de respirer? Eh bien, pour ma part, vivre pleinement au jour le jour, c'est ce genre d'expédition, c'est vrai que c'est tellement puissant, c'est tellement fort, on est tellement rien en fait que là on se rend compte vraiment de la dimension des montagnes et puis de la petitesse de l'homme. Et de se faire remettre un peu à l'heure comme ça, je trouve que ça fait du bien parce que ça nous remet en place et à la fois ça demande d'être complètement présent, de ressortir un petit peu toutes nos stratégies, toutes nos compétences qu'on a apprises au fil des années. On repart de zéro, vous voulez dire? Presque? Quasiment, oui, parce que la montagne, c'est toujours un retour à zéro où justement, si on est trop prétentieux, ça marche pas, quoi. En fait, on se fait remettre à l'heure et il faut être adaptable, il faut être humble et puis il faut tout donner et puis quand on a les conditions, quand on arrive à partager ça à deux, c'est sûr que c'est extraordinaire. Et il faut un peu de chance avec la météo, bien sûr. Un peu de chance, bien sûr. Là, vous en avez eu. Beaucoup d'amour aussi. Alors, on va pas faire une interview à la Bridget Jones, mais quand même, il y a 2-3 trucs que j'aimerais savoir aussi. Vous êtes rencontrés comment? On s'est rencontrés sur un shooting photo pour notre sponsor commun de parapente, Nivuk, sur une montagne, un 4000 mètres en Suisse, qui est la Dent Blanche. Voilà. On se connaissait d'avant, on savait... moi, je savais qui était Zeb, Zeb savait qui j'étais, mais oui, on s'est rencontrés sur le terrain, en montagne. Avec déjà un beau parcours, déjà aussi derrière vous, et beaucoup d'expérience. Alors, Zeb, je rappelle que c'est votre prénom, c'est Bertrand, vous le savez. C'est ça. C'est vrai, parce qu'il paraît que vous ne retournez pas forcément quand vous entendez Bertrand. Pourquoi Zeb? Parce que Zébulon, notre Zébulon du manège enchanté qui ne tient pas en place sur son ressort, c'était votre cas. Et vous avez tellement de ressorts qu'à 11 ans, votre père vous dit... Allez, on se fait un Mont Blanc. Et puis, tiens, l'Everest à 17 ans. Et puis, tiens, tu vas tout seul en parapente. Je crois que vous avez 11 ans, là, ou 12 ans peut-être, sur ces images-là. J'ai 12 ans, là, sur ces images, effectivement. Oui. J'ai commencé à 11 ans, les premiers vols. Et puis là, on voit ma grande aisance. Non, mais, et votre père, il n'y a pas de souci Lui, il était très... il faisait beaucoup de confiance avec son fils. Et alors, moi, j'ai eu un peu de chance aussi parce qu'il en fallait à cette époque-là. On ne connaissait pas tout. mais il avait une grande confiance en moi et il devait sentir que je suis quelqu'un qui a beaucoup de feeling. Et je suis toujours un petit peu... En tout cas, plus jeune, j'étais très peureux. On va dire que donc j'y allais, mais j'avais peur. Et donc la peur, ça a toujours été un excellent moyen de rester en vie pour moi. Voilà. Oui, c'est ça, c'est le mécanisme d'ailleurs. C'est l'idée. Bon, on peut dire en tout cas que c'était écrit dans vos gènes, un peu comme vous. Liv d'ailleurs, vous êtes née à Bourg-Saint-Maurice, double championne du monde, guide d'escalade, guide
double championne du monde d'escalade, guide de haute montagne, l'esprit vers les sommets, mais la tête sur les épaules. Vous êtes psychologue. Ça aide pour préparer, envisager et gérer ce genre d'événement? Alors, j'ai un diplôme de psychologue. Après, je ne vais pas dire que je suis psychologue. J'ai fait des études pour comprendre les mécanismes de la performance mentale, du mental dans la performance. C'est quelque chose qui m'a toujours passionnée. Après, je pense que j'ai beaucoup appris sur cet aspect-là de moi-même lors des compétitions. J'ai su gérer la pression, j'ai su me mettre dans ma bulle de concentration très jeune. Mes premiers titres de champion du monde, mon premier titre, je l'ai eu chez les seniors à 19 ans, j'en ai eu avant chez les jeunes. Donc je pense que oui, l'aspect mental dans un projet comme celui-là, il est très important. Et c'est quelque chose que j'avais développé plus jeune de par mon expérience en compétition, plus que par mes études. Une très belle expérience aussi en compétition. Je crois que vous avez été la deuxième à grimper une catégorie 8C. Voilà, j'ai été la première Française à faire du 8C+. 8C+, c'est ça. Il y a plus de 25 ans. Très bien. Et vous, Zeb, vous êtes le seul Français d'ailleurs à avoir gravi l'Everest par le côté tibétain et par le côté népalais. Alors, je crois, à ce jour. À ce jour, je ne sais pas parce que je ne suis pas très intéressé par les records. Et puis il y a du monde qui y va aussi un peu tout le temps. Oui, il y a un peu du monde qui va régulièrement. Mais en tout cas, effectivement, quand je l'ai fait, j'étais le premier Français à faire ça. Et surtout, moi, ce qui m'intéressait, c'était de pouvoir vraiment en redescendre en parapente, quoi. Et ça, pour le coup, je suis le premier Français et le premier mondial à avoir décollé en biplace du sommet de l'Everest. Alors, pourquoi justement le K2 et pas l'Everest alors? Pourquoi vous avez choisi le K2? Alors, l'Everest, on va dire que l'Everest, je l'avais déjà fait 2 fois, donc on a beau dire jamais 203, là, j'étais quand même plus intéressé pour vivre autre chose avec ma chérie, et donc le K2 s'est un peu imposé comme un incontournable, et puis c'est un sommet qui me faisait rêver depuis longtemps, et c'est vrai que quand on en a discuté avec Liv, et pour Liv, ça faisait pas de questionnement non plus. Et puis c'était son premier 8000, donc déjà le deuxième sommet du monde en premier 8000, c'était déjà un sacré challenge. Un sacré challenge, mais tant qu'à faire, autant le faire sans oxygène. Oui, alors le K2, c'est une montagne qui fascine, c'est une montagne qui fascine les alpinistes parce que c'est entre guillemets la plus dure, c'est cette pyramide qui est vraiment très esthétique, donc c'est une montagne qui fascine. Il y a eu beaucoup d'écrits sur le K2. Moi, je me souviens avoir lu adolescente le livre de Wanda Rukiewicz, qui était une Polonaise qui a gravi le K2 sans oxygène, et ça m'avait déjà beaucoup marqué adolescente, cette histoire. Et c'est vrai que le K2, c'est quelque chose, quand on est alpiniste, c'est une montagne qui fascine et qui attire. Et après, pour nous, en tant qu'alpinistes professionnels, c'était logique d'y aller sans oxygène. On s'est entraîné pour ça, on est tous les jours sur le terrain, nous sommes des personnes avec une certaine compétences, une certaine expérience aussi, et on peut envisager de gravir un 8000 haut comme le K2 sans oxygène, parce qu'on a toutes ces expériences derrière nous et tout cet entraînement aussi qu'on a effectué avant de partir. Sans oxygène, mais avec un parapente, un biplace en plus. Heureusement, grâce à la technologie, votre biplace était léger, c'est ça, c'est 2 kg. 2 kg 4. Donc c'est certainement le biplace le plus léger du monde qui nous a été fait spécialement pour ça. Donc on a eu vraiment de la chance avec ce partenaire qui s'est donné à fond pour nous permettre d'avoir une voile ultra légère et avec les bonnes performances qui vont bien, qu'on se mette pas en danger avec ça, quoi. Bon, on va monter avec vous déjà, puisqu'on parle de chance. On peut avoir de la malchance par contre, mais il y a quelque chose, il y a eu une jolie frayeur quand même, en tout cas pour moi. Oh, le truc, mais monstrueux. Bah là, on va se faire saupoudrer, là. Regarde les oiseaux. Les oiseaux, ils se barrent. Oh la vache. Ah, c'est fat, là. Wow, c'est énorme. Et le camp, regarde le camp des Japonais, là-bas. Le camp des Japonais, il est soufflé. Oh, wow. Là, on va se prendre un petit aérosol, là. 3, 2, 1. Aérosol.
Donc, vous savez. Nous, non, mais vous savez. Oui, on sait que sur une chute de sérac comme celle-ci, c'est ce qui arrive sur nous, là, c'est vraiment qu'un nuage, quoi. Un nuage de neige qui ne présente pas beaucoup de danger. Ça ne peut pas remonter. Non, même, c'est très court. Hein, ça, le nuage, il passe, il ne se passe rien derrière. C'est pas comme s'il y avait vraiment une grosse masse de neige qui arrive sur nous. Donc, c'était très impressionnant, mais c'était là où on était placé, on était en sécurité. Bon, tant mieux pour vous. Est-ce qu'à un moment, il faut se dire, on va au sommet mais tout dépend de la météo pour la gravir et pour la redescendre. Il ne faut pas de vent. Donc, vous avez dû attendre un petit peu. Oui, sur un 8000 mètres déjà sans oxygène, on prévoit quasiment 2 mois d'expédition. Il faut au moins 3 semaines pour s'acclimater, pour acclimater le corps au manque d'oxygène. Donc il faut faire des paliers, on monte, on redescend, on monte un peu plus haut, on dort, on redescend. Et ensuite, on attend une fenêtre météo. C'est toujours comme une expédition se déroule toujours comme ça. Et nous, la fenêtre météo, elle a été très compliquée à avoir. On a eu énormément de mauvais temps. Et en fait, on arrivait à la fin de notre durée d'expédition et on s'est dit, bon, bah, on va rentrer à la maison. On n'aura même pas pu tenter l'ascension. On n'a jamais de beau temps, il neige tout le temps. Et finalement, dans les 5 derniers jours d'expédition, sur les 5 derniers jours d'expédition, on a ce créneau de 3 jours de météo parfaite, sans vent. Et là, on peut envisager de monter, de tenter le sommet. Et on peut commencer à imaginer que ça va peut-être bien pouvoir décoller du sommet parce que le vent annoncé est vraiment faible. Et ça veut dire qu'il faut arriver à temps aussi. Voilà. Donc si la fenêtre est petite, voilà ça. Et puis c'est très compliqué. On le rappelle, pas d'oxygène. C'est pas la même montagne comme vous le dites avec ou sans oxygène. Il n'y a que vous. Vous dites il faut se checker. Il faut rester lucide aussi. Ah oui, la progression à 8000 mètres, elle devient très compliquée. On peut facilement avoir des hallucinations. Si on a des hallucinations à cette altitude-là, on peut faire n'importe quoi. Hein. C'est l'ouverture donc c'est pour ça que d'être à deux, c'est une force qui est énorme, quoi, parce qu'on va se checker, on va vérifier que l'un comme l'autre, on reste cohérent, on a encore bien la tête sur les épaules, même si on est diminué physiquement de façon très impressionnante, puisque là, les derniers mètres, on voit bien qu'on n'avance plus, quoi. Oui, Liv, vous posez direct, on vous voit même pas. Non, vous en pouviez plus. C'est vrai que c'était une ascension très dure, hein, physiquement très dure, mentalement très dure. Et à un moment, on a échangé les sacs avec Zeb et puis j'ai pris le biplace. Et dans ma tête, je me suis dit, OK, je monte le biplace jusqu'au sommet, mais quand j'arrive au sommet, je m'assois. Je m'étais déjà programmée dans ma tête de m'asseoir en arrivant au sommet. Et j'ai quand même pris le temps de réaliser. J'ai pris le temps de réaliser au sommet, on est déjà là, c'est incroyable, de regarder le paysage. Alors que Zeb, quand il est arrivé, il a tout de suite basculé dans sa tête en mode pilote, OK, on va étaler la voile comme ça, le vent vient comme ça. Enfin, tout de suite, lui, il a basculé dans quelque chose de, c'est pas fini. Il y a encore le décollage à faire. Et il faut être lucide aussi pour ça. Il faut être sûr. Et j'ai vraiment vu ce basculement mental chez Zeb de c'était dur, mais là maintenant il reste encore du job. Il faut qu'on soit bon. Et alors que moi je me suis un peu plus dit on est déjà là, c'est super. S'il faut redescendre à pied, on pourra redescendre à pied. Si on décolle, mais Zeb était dans un tout autre état mental. Ouais. Oui, il fallait préparer la descente et la descente, ça y est, on relâche tout. C'est sublime, on profite, on observe. Complètement, mais c'est vrai que tant qu'on n'a pas, tant qu'on a les pieds qui n'ont pas quitté le sol, rien n'est fini. L'expé, elle est pas du tout, on peut pas se relâcher du tout, quoi. Et c'est vrai que quand on arrive au sommet, à un moment donné, pour la petite anecdote, Liv, elle me dit allez, on fait un selfie. Et en fait, moi, j'ai complètement zappé. On n'a même pas pris le temps de faire un selfie là-haut. Et alors après, on a la caméra qui s'est mise en route et qui a fonctionné très bien. Donc, on a quand même de très belles images. Mais j'avoue que pour moi, je ne pouvais pas me relâcher tant qu'on n'avait pas réalisé ce décollage, quoi. Et puis on peut se relâcher aussi après. Une fois qu'on rentre, elle a changé quelque chose forcément pour vous, cette expédition à deux. Il y a beaucoup de bisous, bien sûr, aussi dans ce film. Mais on se dit, dans votre histoire à vous, pas forcément dans votre histoire d'alpinisme, mais votre histoire, qu'est-ce que ça a changé ?
Déjà, forcément, une expédition comme ça, d'une telle intensité, ça nous transforme, ça nous transforme individuellement, mais ça nous a aussi renforcé, c'est peut-être pas le bon mot, mais oui, ça a renforcé notre amour, ça nous a rapprochés. On a vraiment vu, en expé, on peut pas tricher, hein, il y a vraiment les vrais visages des gens, il y a vraiment, on voit si on peut vraiment compter sur la personne ou pas. On n'avait aucun doute l'un sur l'autre, mais ça n'a fait que renforcer notre confiance mutuelle et peut-être, oui, encore plus, pas augmenter notre amour, mais l'embellir. L'embellir, ça embellit notre amour, ça, ouais. Ben nous, en tout cas, il a embelli les quelques minutes, une quarantaine de minutes à le regarder, ce film aussi, à nous inspirer et nous dire pourquoi pas, peut-être pas jusqu'à vous, mais l'aventure est partout près de notre porte. C'est un petit peu la leçon que vous nous donnez aussi. Et profitez et observez, surtout, vivre et observer ce qu'il y a autour de nous. Merci beaucoup, Liv Sansoz, encore une fois, et Zeb Roche. Toute cette interview, elle est sur télégrenoble.net et sur nos réseaux sociaux. Merci à vous, à très vite.